Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Économie verte, un levier de croissance pour le Gabon. Bienvenue à tous. Bienvenue donc dans cette deuxième partie Écho de l'écho où nous poursuivons notre exploration d'un sujet essentiel pour l'avenir de notre pays, l'économie verte, qui pourrait être un levier de croissance durable. Dans notre première partie, nous avons mis en lumière les opportunités qu'offre la transition écologique pour notre pays en abordant les secteurs clés et les politiques en place, quelques-unes du moins. Mais au-delà du potentiel, il est crucial de s'interroger sur la mise en œuvre concrète de cette transformation. Quels sont les défis à relever? Quel levier actionner pour accélérer cette dynamique? Quel impact sur la compétitivité et surtout l'emploi? Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir ces questions avec notre invité parce que l'économie verte n'est pas une question de simple tendance, c'est une nécessité et surtout une opportunité stratégique pour un développement inclusif et résilient au Gabon. Nous allons recevoir dans un instant M. Marius Kombila. Il est directeur général d'une agence d'études environnementales. Il va nous expliquer tout à l'heure, mais au-delà, il est surtout expert en forêt et environnement. La voix. Bienvenue à vous également. Avant de recevoir notre invité, peut-être nous rappeler qu'est-ce que l'économie verte, la voix. Bonsoir à tous. L'économie verte est bien plus qu'un simple concept à la mode. C'est une véritable transformation du modèle économique traditionnel vers un système plus respectueux de l'environnement et socialement équitable. Elle repose sur une idée forte, concilie développement économique, protection de la planète et bien-être des populations. Dans une économie verte, la croissance ne se fait plus aux dépens des ressources naturelles, mais grâce à elles, en les préservant et en les valorisant durablement. Cela signifie investir dans les énergies renouvelables, repenser nos modes de production et de consommation, promouvoir l'économie circulaire et encourager l'innovation écologique. Les bénéfices sont multiples. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la qualité de vie, création d'emplois verts, développement de nouveaux secteurs économiques. Mais cette transition demande aussi des efforts, notamment en matière de régulation, d'investissement et de sensibilisation. L'économie verte n'est donc pas une utopie, mais une nécessité pour répondre aux défis climatiques et aux exigences des mondes en quête de durabilité. Entreprises, gouvernements et citoyens ont tous un rôle à jouer pour construire un avenir où croissance et écologie avancent main dans la main. Voilà, Modeste. Marius Kombila, bienvenue, encore une fois. Merci. On est toujours avec cette thématique importante, l'économie verte, qui serait un levier de croissance. Vous nous l'avez dit en première partie. Déjà, un grand merci à vous, mon cher ami Lavoie, pour vos explications. Alors, DG, parce que vous êtes directeur général, rappelez-nous, c'est quoi cette agence d'études? C'est une agence d'études? C'est quoi exactement d'études? C'est un bureau d'études d'ingénierie environnementale et forestière. Nous travaillons dans le secteur de l'environnement et de la forêt depuis plus de 17 ans. Et le bureau d'études a une durée à vie depuis 12 ans aujourd'hui. Et nous avons travaillé avec les principaux acteurs de la filière forêt et environnement au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout en fonction des besoins. Nous sommes sollicités. Sur la place, nous avons une certaine reconnaissance, nous pensons humblement le dire. Et donc, sur ce fait, nous sommes constitués en 3 départements. Nous avons un département qui s'occupe de la filière forêt-bois. Nous avons un autre département qui s'occupe de l'environnement et le développement durable. Et là, au sein de ce département, on fait tout ce qui est études de danger, les évaluations environnementales, des études de faisabilité, on travaille avec des bailleurs, etc. Et nous avons un dernier département qui fait l'audit, certification et formation, parce que nous voulons
que dans le secteur de l'environnement, nous ayons des expertises avérées pour être concurrentiels aux standards internationaux qui sont principalement locaux et afin de pouvoir faire connaître notre expertise nationale. Parce que, soit dit en passant, c'est un secteur où les expertises généralement sont importées, mais nous voulons davantage, par la réception de plusieurs stagiaires que nous recevons chaque année, en marge des formations que nous faisons in situ, chez des particuliers, dans des entreprises, nous voulons vraiment que le secteur ait de plus en plus des experts avérés afin de répondre aux défis de l'heure. Et peut-être nous rappeler comment elle s'appelle, ce bureau d'études, comment, cette agence, comment elle s'appelle? Ce bureau d'études, c'est Global Forest Environment Consulting, en abrégé GFEC. Parfait. La question n'est pas anodine, parce qu'on parle d'économie verte. Lorsqu'on parle d'économie verte, quels sont les acteurs qui rentrent dans la danse? On a qui? Les pouvoirs publics, les investisseurs, vous nous en parlez déjà en première partie, mais aussi ces cabinets d'études. Qui est-ce qu'on retrouve dans la mise en œuvre effective d'une politique d'économie verte solide? Madame Ocom, merci pour la question, elle est intéressante. En première émission, nous avons défini c'était quoi l'économie verte. Mais il est essentiel quand même de revenir légèrement là-dessus, de manière à ce que, lorsque nous allons parler des acteurs, que tout le monde s'y retrouve. Nous disions que l'économie verte s'appuie sur trois principes essentiels. Le premier, c'est l'homme qui est mis au centre, d'abord, dans l'économie verte. Qu'est-ce que nous voulons dire? Écologie, parce qu'il faut allier croissance économique, préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie de l'homme, de nos populations. Contrairement à l'économie classique où c'est le profit sur le profit et profit pour le profit. L'économie verte, c'est la composante environnementale et la composante humaine qui sont mises en valeur afin que tout ce que l'on produit puisse bénéficier à cela. Nous avons rappelé en première émission que la politique menée jusqu'aujourd'hui liée à l'environnement, dans son ensemble, était plutôt sur la loi, les exigences, les contraintes d'interdiction, les conditions peu mises en place liées à l'économie et plutôt sur la question de mise en place d'exigences légales. Donc, la réglementation est là. Elle est là. La réglementation existe. Maintenant, cette réglementation, il faut qu'elle produise de la richesse. Et pour produire de la richesse, il faut que ça s'appuie sur des piliers. Et votre question était, quels sont les piliers, au départ, les plus importants? Vous avez, et là, on va aller sur les acteurs. Oui, bien sûr. Alors, vous avez la gestion durable des écosystèmes, vous avez la gestion durable des ressources naturelles, vous avez la transition écologique en termes d'énergie, parce que l'énergie renouvelable, où il faut on peut passer de l'énergie fossile à l'éolienne, au solaire et à l'hydroélectrique, c'est-à-dire les barrages. J'espère que nous reviendrons là-dessus. Ensuite, nous avons l'agriculture durable, dont il faut pouvoir mettre en place des mécanismes durables, mais, et surtout, en parlant de l'innovation plus tard, mais surtout, la finance verte. La finance verte. C'est quoi la finance verte? En réalité, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau ou qui sort de nulle part. En réalité, c'est déjà des établissements financiers. On a des organismes internationaux qui en parlent beaucoup, le FMI, la Banque mondiale. La Banque mondiale, etc. Oui. Mais la spécificité, la différence fondamentale qu'il y a entre la finance classique et la finance verte, c'est que la finance verte, les établissements financiers doivent faire la démonstration que les fonds sont orientés vers des projets prenant en compte la dimension écologique et humaine. D'où, quelque part, ce qu'on appelle des ESG. Alors, donc, cette finance verte va répondre aux besoins de l'économie verte. Pourquoi? Parce que l'économie verte met l'homme au centre, donc l'amélioration de ses conditions de vie, mais en même temps en prenant en compte la question de l'environnement et la préservation de l'environnement. Et c'est là où c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va sur la question des chaînes de valeur, dont je parlais, la gestion des écosystèmes, avec leur segment d'activité, nous allons passer sur la question de la pollution, nous allons passer sur les questions techniques, les questions de réglementation, etc. On va se rendre compte que sur l'ensemble de cette chaîne, il y a des nouveaux acteurs qui entrent et qui vont y aller. C'est quoi l'écosystème in fine? Vous avez le secteur privé, Bien. donc les investisseurs. Là, on est
Quels sont les acteurs? Qui intervient? Bien. Les investisseurs, les finances, les pouvoirs publics et des ONG, les populations qui interviennent autour, mais surtout, et il faut quand même le préciser, de l'expertise pour accompagner tout ça. L'État met le cadre, définit la politique, la vision, encadrer, il faut l'encadrer, il faut la rendre pratique avec l'expertise qui vient se mettre à côté. Les investisseurs, il faut les attirer parce que la finance à côté, l'argent étant disponible, il faut avoir l'information de là où se trouvent ces finances. Donc il faut aller les chercher, ces finances, pour les amener. Il faut avoir l'expertise technique pour transformer les éléments de la filière, pour pouvoir en faire des activités. Nous avons parlé en amont tout à l'heure de la gestion des écosystèmes. Dedans, nous avons le potentiel ligneux. Nous avons à l'intérieur les ressources rationnelles à utiliser avec des déchets qui sont, entre guillemets, appelés des déchets. Vous avez ensuite sur la chaîne l'ensemble des pollutions qu'il faut réduire. Et donc, ça appelle des nouveaux métiers sur la réduction de cette pollution ou encore éradiquer cette pollution. Ensuite, vous avez des acteurs qui naissent avec une expertise spécifique qui vont créer des bureaux d'études comme les nôtres pour accompagner. C'est de la richesse. Vous avez les questions climatiques qui sont là, donc liées à tout ce qui est crédit carbone, parce que le crédit carbone, c'est pouvoir montrer justement, c'est le jeu de qui pollue le plus, qui pollue le moins, et arriver à créer le crédit carbone pour le vendre. Et donc là, c'est de la finance aussi, c'est de l'économie aussi, c'est des fonds que l'on peut engranger pour faire rentrer dans le pays et donc financer son développement. Et ces différents acteurs doivent avoir une politique, ils doivent avoir autour de ça une politique cohérente qui permette de pouvoir savoir de manière précise où on va et comment on les utilise chacun. Et là, on suppose que cette politique cohérente, elle est mise en place par les pouvoirs publics ou bien? Naturellement. Bien. C'est la vision d'abord. Et je réitère, et je veux revenir sur le pilier 5 du développement durable et la croissance économique. Ce pilier 5, il faut qu'il y ait des acteurs qui arrivent à partir de cette vision impulsée, démontrer, transformer notre filière, notre chaîne de valeur environnementale en croissance économique, en économie, avec des usines qui se créent, en augmentant les emplois, ces emplois qui vont être augmentés parce qu'on aura créé des industries. On aura créé des industries dans la gestion des déchets. Sur la gestion des déchets seuls, par exemple, tout à l'heure on en a parlé, en première émission on en a parlé. Donc il faut bien le comprendre, c'est que si vous avez une économie circulaire, on produit de l'énergie, on vient attaquer l'autosuffisance alimentaire à travers les composts, à travers un certain nombre de mécanismes pour améliorer notre agriculture. On va aller sur les questions d'émissions de carbone, comment aider, faire des évaluations, faire des inventaires et mettre un accent sur là où il y a plus de pollution, des mécanismes pour pouvoir les réduire. Ça fait des métiers, ça fait une technologie à mettre en place, etc. Donc, quand on voit les acteurs, le premier acteur, c'est le pouvoir public. C'est la volonté engagée et assumée de dire, moi, je vais dans cette direction et je transforme mon secteur environnemental en un secteur productif. Parlons du rôle des pouvoirs publics. Arrêtons-nous sur les financements et les entreprises, par exemple. Ce qui nous intéresserait dans cette question-là ou sur cette question, c'est la question du type de financement. Quels seraient, selon vous, les types de financement et d'incitation qui seraient adéquats pour encourager les entreprises à investir dans l'économie verte? Est-ce que c'est là aussi le rôle de l'État? Vous nous avez parlé de la finance verte. Cette finance verte, on la trouve où? Si un jeune de 14 ans ou de 10 ans entend la finance verte, il va se dire, est-ce qu'il me faut aller en forêt pour aller découvrir cette finance? Qui crée cette finance? De quelle façon? Avec quels moyens? Comment elle fait cette finance pour devenir une ressource efficace de croissance pour un pays? Très bonne question. Alors, la finance verte, ce n'est pas une nouvelle finance qu'on va inventer. C'est les établissements financiers, existants ou en création, qui définissent et décident en interne de faire de l'investissement dans les secteurs liés à l'environnement, des projets qui prennent en compte les questions environnementales et les questions sociales.
je prends un exemple, je ne veux pas citer, un établissement de la place, décide de dire, moi désormais, je mets 50% à 60% des financements des projets liés à l'environnement, par exemple. Par exemple, créer des industries liées à la transformation des déchets. Par exemple, financer le secteur forêt, mais un acteur forestier qui est engagé profondément sur les questions de certification, sur les questions des émissions, de réduction d'émissions de carbone, etc. Qui fait la démonstration que son exploitation n'impacte pas la ressource dans laquelle qu'elle extrait de manière significative. Donc, mais ceci est un levier important aujourd'hui. Encore, c'est ça le rôle du pouvoir public, où allier, mettre en place des mécanismes, les mécanismes légaux qui permettront d'inciter les banques, inciter les établissements financiers de toutes sortes à financer ce secteur, mettre un cadre. Ceci permettra de rassurer les investisseurs qui viennent s'implanter et l'État à avoir un regard et de pouvoir encadrer tout ça de manière efficace. Alors, je vais être concret. Allez-y. Aujourd'hui, le secteur forêt, pour ne pas le citer, connaît des gros soucis d'investissement. Les banques sont frileuses pour plusieurs raisons, à cause du marché international, le marché ceci. Mais si l'État décidait que pour son secteur forêt, pour toutes les entreprises qui me présentent des activités vertueuses, il s'engage, lui, État, à garantir par des mécanismes, à mettre en place des allègements fiscaux, etc., etc., et toucher la réglementation pour que les banques soient confortables afin de financer ce secteur qui redémarre, pour que ce secteur redémarre en puissance, ce serait un gain énorme, par exemple. Si l'État aujourd'hui dit que sur l'ensemble des politiques liées aux énergies renouvelables, c'est-à-dire mettre en place des systèmes solaires, mettre en place de l'éolien, mettre en place l'hydroélectrique, on va trouver des aménagements, faire des partenariats publics-privés, par exemple, qui existent déjà dans certains cas, aider à ce que ces entreprises privées arrivent avec des fonds, vont sur le marché financier, qui présentent des fonds qui sont orientés vers ce type de projet. Donc, l'État permet cela de manière à ce que ce lien se fasse. Donc, un ensemble de mesures incitatives. Voilà des mesures incitatives. Pour être plus concret. Alors, on va, par exemple, faire de l'exonération d'importation des machines, l'exonération d'importation de ceci, etc. Les économistes qui m'écouteront, je ne suis pas économiste, je suis expert environnemental et forestier, vont me dire, mais si l'État tout le temps fait des exos, ce n'est pas la politique qu'il faut mettre en place. Je leur dis oui. Mais de ma petite expertise et expérience que j'ai, c'est que si on trouve des mécanismes d'allègement et des aménagements fiscaux d'un côté, et que l'État crée des emplois par ce mécanisme, parce qu'il y a des investisseurs qui arrivent, des nouvelles industries se mettent en place, des activités nouvelles se mettent en place. Donc, on aura augmentation d'emplois, donc augmentation de sociétés, donc d'impôts en plus à payer, donc de la consommation qui va augmenter, le pouvoir d'achat qui augmente. Et donc, naturellement, il y a des recettes qui augmentent dans les caisses de l'État. Donc, si de la main gauche, on pense qu'on peut légèrement baisser, de la main droite, on va gagner énormément. Il y aura un retour sur investissement. Un retour sur investissement. Mieux, ce ne sera pas sur du court terme, ça va être sur du long terme. Parce que les métiers nouveaux qui sont là, qui vont se mettre en place, sont des métiers à long terme. C'est de l'expertise avérée. N'oubliez pas le maître mot, le triptyque que j'ai donné tout à l'heure. Informer, former, sensibiliser. L'information, c'est identifier, savoir où est-ce qu'on va trouver les fonds, quel type d'investisseur, dans quel segment de chaîne de valeur. C'est pourquoi je parle des structurés. Et ce qui est intéressant, c'est que des structures comme la nôtre avons déjà la connaissance
de ce milieu. Et donc, nous savons que sur la première année, sur les 2, 3, 4, 5 premières années, quels sont les segments à haute valeur sur lesquels on peut investir? Puisqu'on est dans l'information, la bonne information, peut-être nous dire le crédit carbone. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et au Gabon, où en est-on concrètement? On entend beaucoup parler de crédit carbone. On nous dit que le Gabon en a, on peut l'utiliser pour développer notre pays et tout ça. Mais concrètement, comment est-ce que ça marche? Alors, il faut bien comprendre, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle le carbone et le crédit carbone. Le crédit carbone c'est un mécanisme qui crée le crédit. On fait des études en amont qui arrivent à démontrer que par rapport au niveau de contribution, au niveau national de contribution, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ligne de référentiel ligne de base, je suis obligé d'utiliser une expression technique, et aux objectifs définis dans la contribution nationale, c'est-à-dire que le Gabon, chaque année, chez les experts qui suivent, chaque année, pendant une période, donne un document qui s'appelle la contribution nationale au niveau des Nations Unies, selon nos engagements de réduction d'émissions. On a le 30-30, etc., etc. Alors, on va dire, par exemple, que Gabon 24 veut évaluer son empreinte carbone. Gabon 24. On va regarder qu'est-ce que Gabon 24 émet et qu'est-ce que Gabon 24 consomme, c'est-à-dire absorbe comme émission. C'est-à-dire avec vos papiers, c'est-à-dire avec vos caméras, notre matériel, vos énergies que vous dégagez, les clims, etc. Donc, on va faire ici une évaluation de votre empreinte. C'est quoi notre niveau de pollution? C'est quoi votre niveau de pollution, votre niveau d'émission? D'accord. Votre niveau d'émission. Et quels sont les engagements nationaux? Quels sont les engagements qui ont été établis pour voir si vous les avez dépassés ou pas? Si vous êtes carbone positif, c'est-à-dire à un moment donné, c'est-à-dire que votre carbone n'est pas au-delà, donc vous avez de la marge. C'est l'étude qui permet de montrer que vous avez de la marge, parce que vous êtes positif, c'est-à-dire que si vous êtes neutre, c'est que vous n'émettez pas, si vous êtes négatif, c'est que bon, vous émettez trop. Et si vous êtes positif, c'est que c'est bon. Alors, à un moment donné, la marge, c'est en fonction de la ligne de base et les engagements nationaux. Et donc, on va prendre cette marge, et c'est ça que vous allez aller sur le marché, volontaire, parce que c'est une institution privée, on va dire, c'est pas, voilà, c'est privé au public. Si vous êtes privé, vous allez sur le marché volontaire. Vous allez dire à celui qui pollue aux États-Unis, à peu près au même niveau, écoutez, monsieur, vous, dans votre industrie, vous polluez X temps de carbone. Moi, j'ai évalué chez moi, j'ai ceci de gap que je peux consommer. En gros, on va croiser en disant que vous avez pollué à temps. Moi, je vous vends ça pour que vous deveniez neutre. Bien. Par rapport à la réglementation, à la ligne. À la ligne, la réglementation, etc. Donc, moi, je vous vends mon surplus de bonus. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est ça qu'on va appeler le crédit carbone, que je veux vendre à celui du marché. Et c'est là où le Gabon disait que mais nous consommons suffisamment. Nous absorbons suffisamment d'émissions. Quand on a calculé les milliers de tonnes de carbone que nous consommons, que nous absorbons par rapport à notre ligne de base, nous en avons assez pour pouvoir les vendre. Donc, il y a une étude qui a prouvé qu'on peut les vendre. Mais il faut, pour aller plus dans le détail, c'est qu'il faut faire la démonstration que c'est votre politique, ce sont vos actions qui ont permis de créer ce gap, que ce n'est pas naturel. Donc, c'est là où nous en sommes au Gabon. C'est ça. On attend l'étude en question. Non, on n'attend pas l'étude en question. L'étude a été faite. Mais il y a des organismes qui sont supposés vérifier et qui doivent certifier que votre carbone obéit au process international. Et si eux ou les acheteurs ont des doutes sur qui vous avez pris pour vérifier, sur comment vous avez fait vos calculs, sur un certain nombre d'éléments, ils vont émettre un doute et l'acheteur ne sera pas confortable parce que son crédit carbone ne sera pas reconnu sur la place internationale. Avant de nous séparer, M. Marius Kombila, voici la question de l'internaute, celle de Edgar. Edgar dit « L'économie verte est l'avenir de notre monde ». Qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Edgar. C'est l'avenir de notre monde parce que l'économie verte prend en compte la durabilité de la ressource, la préservation de la ressource naturelle. Non seulement ce qu'on transforme en économie, mais également celle qu'on consomme.
régulièrement, celle qui nous permet d'avoir des activités, etc. Je vous ai dit, rappelez-vous, c'est l'homme qui est au centre dans l'économie verte. Ce n'est pas le bénéfice individuel, mais c'est plutôt l'homme dans son ensemble, c'est-à-dire la dimension de l'amélioration de ses conditions de vie, la dimension de son environnement immédiat. Donc les pollutions qui sont là, on les transforme en activités pour pouvoir en tirer bénéfice, certes, mais on va fonctionner avec un environnement assaini et puis, et surtout, une croissance économique qui permet un développement global du pays. Merci Marius Kombila. Je rappelle que vous êtes expert en forêt et environnement. Vous êtes également le directeur général d'un bureau d'études. Dites-nous lequel? Global Forest Environment Consulting, qui est un groupe désormais, parce qu'à côté, il y a d'autres entreprises. Parfait. Et donc voilà, merci Madame Okom. Merci d'être passé sur notre plateau. Ainsi s'achève cette deuxième partie de notre émission consacrée à l'économie verte comme levier de croissance pour le Gabon. Nous l'avons vu, le pays dispose d'un potentiel considérable pour faire de la transition écologique un véritable moteur de développement. Entre exploitation durable de ses ressources naturelles, l'émergence de filières vertes et l'engagement croissant des acteurs économiques, le Gabon a toutes les cartes en main pour conjuguer croissance et préservation de l'environnement. Mais la réussite de cette transformation repose sur plusieurs défis. Un cadre réglementaire incitatif, comme l'a dit notre expert, des investissements ciblés, une sensibilisation accrue des acteurs économiques et surtout une vision stratégique. À long terme, l'économie verte ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais bien comme une opportunité unique de diversification et de souveraineté économique. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.